Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale. Nous continuons de vivre ensemble l'examen au Sénat de la loi de bioéthique avec cette question sur la transcription dans l'état civil des enfants nés de gestation pour autrui. On le rappelle, la GPA dont la pratique est interdite en France. La question de la filiation de ces enfants est très complexe et très sensible, a dit hier Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. Récemment, d'ailleurs, la Cour de cassation a même changé la jurisprudence en la matière. On va voir tous ces éléments avec ce débat. Direction l'hémicycle. La parole est à Monsieur Lecomte, Jean-Yves Lecomte. Merci Monsieur le Président. Cet article, mes chers collègues, Madame la Ministre, cet article 4 bis introduit par la Commission spéciale du Sénat suite au vote d'un amendement du Président Retailleau et de plusieurs de ses collègues est extrêmement contestable à plus d'un titre. Sur la forme, les parlementaires de la majorité sénatoriale n'ont eu de cesse, comme le gouvernement d'ailleurs, de répéter que ce projet de loi ne devait pas être l'occasion de faire entrer dans le sujet la GPA dans les débats. Elle fait pourtant l'inverse, afin de revenir sur les jurisprudences de la Cour de cassation rendues fin 2019 par 4 arrêts de principe qui ne faisaient que tirer les conséquences juridiques des multiples condamnations de la France par la CEDH et en particulier d'adapter le droit français aux exigences et précisions issues de son avis du 10 avril 2019. Pourquoi une telle incohérence et un tel acharnement à priver les enfants de filiation? Oui, c'est d'abord l'intérêt supérieur de ces enfants français, nés hors de France, dont il s'agit, de leur droit à avoir une filiation établie en conformité avec nos exigences conventionnelles et selon la force probante que donne actuellement l'article 47 de notre Code civil aux actes civils étrangers, aux actes de naissance étrangers. On parle d'enfants qui ne sont en rien responsables de leur conception et qui ont le droit, comme les autres, de se voir reconnaître intégralement la transcription de leur acte de naissance valablement dressé à l'étranger par les autorités locales compétentes. Nous sommes donc tous d'accord sur ces bancs pour combattre la marchandisation du corps humain, mais ce n'est pas le sujet de l'article 4 bis. Cet article, qui fait obstacle à la transcription intégrale des actes de naissance des enfants français, porte atteinte à leur droit à avoir une filiation complète établie à l'égard de leurs parents légaux. Comment cautionner ces atteintes portées aux droits de l'enfant au seul motif d'être en désaccord avec les évolutions de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, au contraire, devrait être saluée dans l'intérêt de l'enfant? Sans doute pour satisfaire un certain électorat et faire de la politique politicienne qui trouve écho chez les manifestants bruyants qui sont depuis 2 jours devant le Sénat. Mais les enfants n'ont pas à pâtir d'objectifs électoralistes. Leur intérêt supérieur doit prévaloir à toutes autres préoccupations. Nous sommes des législateurs et nous devons respecter les exigences du droit, nos exigences conventionnelles et saluer les derniers arrêts de la Cour de cassation au lieu de chercher à les contourner. Cet article 4 est inadmissible. Il est aussi indigne de notre Assemblée en ce qu'il s'inscrit en contradiction profonde avec l'intérêt de l'enfant. Merci, chers collègues. Le président Bas prend la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je trouve que les termes employés par notre collègue Lecomte sont excessifs. Parce que, en ce qui concerne la gestation pour autrui, la filiation qui peut être établie est en général la filiation paternelle, quand le père est l'auteur des gamètes qui ont permis la naissance de cet enfant. En revanche, s'agissant de la filiation maternelle, la seule filiation maternelle qui pourrait être reconnue, c'est celle de la femme qui a accouché de l'enfant. Et par conséquent, on ne prive pas l'enfant d'une filiation à laquelle il aurait droit en refusant de transcrire dans les actes d'état civil français une filiation maternelle dont la femme qui a accouché de l'enfant ne veut pas et qui est impossible à reconnaître pour une autre femme. Ce que nous avons souhaité faire à la commission spéciale, c'est extrêmement simple, c'est rappeler que la transcription à l'état civil, bien sûr, est possible, mais dans la limite où elle correspond à la vérité de la filiation, en l'occurrence paternelle. Elle ne peut pas s'étendre à d'autres filiations, et je ne vois pas comment vous pouvez affirmer d'une manière aussi péremptoire que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme serait en quoi que ce soit non respectée par le texte qui a été adopté par la commission spéciale, qui a pris soin, bien évidemment, de consulter la jurisprudence de la Cour,
laquelle a laissé aux États membres une marge de manœuvre suffisante pour justifier une telle disposition. Merci, Madame de La Gontrie. Merci, Monsieur le Président. Ce projet de loi n'avait absolument pas vocation à traiter de la gestation pour autrui. Le président Retailleau et plusieurs de ses collègues en ont décidé autrement. Nous allons donc en débattre. Nous parlons de quelques centaines d'enfants qui sont nés selon un processus qui est illégal en France et qui, pour ma part, mais je crois que nous sommes nombreux dans ce cas, doit le rester. Mais nous nous préoccupons du sort de ces enfants. C'est d'ailleurs l'objet, me semble-t-il, de l'ensemble des amendements qui ont été présentés. Nous avons effectivement une situation juridique nouvelle, puisque l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, puis la Première Chambre, ont toutes deux, il y a quelques semaines seulement, pris la décision de rendre possible la transcription à l'état civil de ces enfants nés par GPA à l'étranger, avec une nuance intéressante qui est d'indiquer, je résume, que le motif selon lequel cet enfant est né par un processus qui n'est pas reconnu légalement en France ne peut être à lui seul le motif de non-transcription, ouvrant la porte donc à la possibilité de cette transcription. C'est l'objet de l'amendement que nous avons déposé, mais nous y reviendrons. La Cour européenne des droits de l'homme, pour sa part, a indiqué que l'impossibilité générale et absolue, chaque mot a son importance évidemment, générale et absolue, d'obtenir la reconnaissance du lien entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention n'est pas conciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Et c'est en permanence, me semble-t-il, ce que nous devrons regarder ce soir. J'indique à l'ensemble de nos collègues que le président de la République, le 16 avril 2017, écrivait, je tiens le courrier à votre disposition, écrivait, je cite, « Je ne suis pas favorable à autoriser la GPA en France, mais je m'engage à ce que les enfants issus de la GPA nés à l'étranger voient leur filiation reconnue à l'état civil français. Comme tous les enfants, nous avons le devoir de les protéger. La circulaire du 25 janvier 2013 permettant de reconnaître les enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger n'est pas uniformément appliquée sur le territoire français ni dans tous les consulats. Je souhaite donc la compléter selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. » J'indique ça car, nous le verrons plus tard, le gouvernement, sur ce point, me semble-t-il, n'a pas entendu respecter les annonces de celui qui devint ensuite président de la République. Merci, chers collègues. Donc, nous entamons l'examen de 6 amendements en discussion commune, en commençant par le 8. Monsieur Detraigne. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Cet amendement vise donc à faciliter la reconnaissance en droit français des états civils des enfants nés à l'étranger dans le cadre d'une convention de gestation pour le compte d'autrui. Si en droit français les conventions de GPA sont interdites, il vise toutefois cet amendement à prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant qui n'est pas responsable de son mode de procréation. Cet amendement veut donc garantir le principe d'égalité des enfants devant la loi en faisant prévaloir la jurisprudence de la Cour de cassation, elle-même s'appuyant sur l'avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'homme du 10 avril 2019. En effet, notre haute juridiction vient d'étendre sa jurisprudence Menson du 4 octobre 2019 en ordonnant, dans une série de 4 arrêts en décembre dernier, la transcription totale de l'acte de naissance étranger indépendamment du mode de conception de l'enfant. La Cour de cassation a donc contredit la Cour d'appel de Rennes qui avait admis la transcription partielle des actes en ce qu'il désignait le père biologique d'une GPA, mais qui avait refusé cette transcription en ce qu'il désignait le père d'intention. La Cour de cassation prend ses distances avec une conception purement biologique de la filiation. Les parents de même sexe d'un enfant né à l'étranger par gestation pour autrui ou procréation médicalement assistée peuvent demander la transcription totale de l'acte d'état civil étranger s'il est conforme au droit local.
Ainsi, en cas de GPA faite légalement à l'étranger, le père d'intention n'a plus à engager une procédure d'adoption pour valider sa filiation en cas de recours à une mère porteuse. Cet amendement offre donc aux enfants nés par GPA et à leurs parents un mécanisme à même de leur permettre d'obtenir simplement la reconnaissance en droit français de la filiation telle qu'elle a été établie dans l'état de naissance de ces enfants. Il maintient toutefois le contrôle que l'État français est en droit de porter sur tout jugement étranger, à savoir la vérification de la compétence internationale du juge étranger, de l'absence de violation par ce jugement de l'ordre public international français et de l'absence de fraude. Merci, cher collègue. Le 104, Madame Benbassa. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, par une circulaire de la garde des Sceaux en date du 29 janvier 2013, il est permis d'inscrire au registre d'état civil français les enfants nés de GPA à l'étranger. Cette circulaire a depuis été validée par le Conseil d'État en 2014 et a ouvert la voie à une jurisprudence solide du tribunal de grande instance de Paris. J'ai bien évidemment toujours été favorable à ces décisions de justice, estimant que les enfants nés de GPA n'avaient pas à être punis pour les actes illégaux de leurs parents. Je crains cependant qu'une jurisprudence contraire puisse être adoptée, mettant ainsi en péril l'accès à la nationalité française de ces enfants, bien sûr par cet article 4 bis. Ainsi, le présent amendement vise à introduire dans notre droit les principes institués par ces décisions de justice afin de garantir une véritable sécurité juridique pour les nouveau-nés, fruits d'un contrat de gestation pour le compte d'autrui conclu à l'étranger. J'entends évidemment les réticences de nos collègues de tous bords politiques sur la GPA et sur le risque de marchandisation du corps des femmes précaires si cette pratique n'était pas éthiquement encadrée. Mais le débat ici soulevé n'est pas celui de la légalisation de la gestation pour autrui. La motivation qui m'anime est simplement l'intérêt supérieur de l'enfant. Je pense que cette intention peut nous rassembler toutes et tous. Merci. Merci, chers collègues. Le 249, Président Requier. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, nous savons désormais que certains de nos ressortissants ont recours à la technique de la GPA à l'étranger, bien quand même celle-ci reste interdite en France depuis la loi du 21 juillet 1994. C'est un état de fait que nous devons prendre en compte dans notre travail législatif. 2000 enfants environ seraient concernés. En raison de la rédaction actuelle de l'article 16.7 du Code civil, extrêmement laconique, la situation des enfants nés de cette technique sur le sol français est incertaine, quand bien même leurs parents biologiques et d'intention sont français. En effet, si le Code civil prévoit explicitement que toute convention ayant pour objet une gestation pour autrui est nulle, le législateur de 1994 n'a pas prévu de solution de droit pour les enfants nés en violation de cette interdiction à l'étranger. Or, ces enfants sont aussi vulnérables que les autres, ce qui justifie de pouvoir établir un lien de filiation avec deux parents en raison de défaillance de l'un d'entre eux. À quoi sert la loi si elle n'a pas pour objet de protéger les personnes vulnérables? Il n'y a pas de contradiction à anticiper les contournements d'une interdiction pour mieux encadrer leurs conséquences. C'est d'ailleurs ce que prévoit notre droit en matière d'avoir criminel. Faute de cela, cette tâche est revenue à la Cour de cassation pour les enfants nés de la GPA à l'étranger, dans un dialogue avec la Cour européenne des droits de l'homme. L'amendement de notre collègue Bruno Retailleau introduit donc une disposition visant à clarifier cette situation en prévoyant que pour le parent d'intention, l'adoption doit rester la seule voie administrative et judiciaire possible pour établir un lien avec ses enfants. C'est justement ce qu'ont contesté les époux Messon, pour qui, 18 ans après la naissance de leur fille, cette règle n'avait aucun sens. En outre, se pose également la question de la nature de l'adoption. S'agit-il d'une adoption simple ou plénière? Cela a une incidence sur l'établissement de la nationalité des enfants. Nous proposons donc de modifier cette clarification afin de permettre une transcription des actes d'état civil via un juge, ce qui est plus satisfaisant du point de vue de l'intérêt supérieur des enfants concernés. Merci, chers collègues. Le 250. Oui, je garde.
Toujours, Président Ruquier. Voilà. C'est le premier amendement donc, qui est porté par Mme Coste, vise, comme celui de notre collègue Françoise Laborde, que j'ai exposé précédemment, à modifier les règles de clarification de la situation des enfants nés de GPA à l'étranger. Il s'agit d'une rédaction plus pragmatique encore, tenant compte de l'engorgement de nos tribunaux, qui vise à permettre une transcription administrative de l'état civil, comme cela se fait actuellement dans les consulats, en cas de naissance d'enfants étrangers, de Français à l'étranger. Si les auteurs de l'amendement n'entendent pas remettre en cause l'interdiction de la GPA en France, mais considèrent qu'en matière de procréation et de filiation, il est illusoire de considérer que l'établissement de long parcours administratif et judiciaire permettront de lutter contre le recours à cette pratique à l'étranger. Dans l'intérêt des enfants concernés, il est donc proposé de simplifier ces procédures tout en prévoyant quelques garanties protectrices pour les mères porteuses et les mineurs. Je voudrais en conclusion remercier le président Millon qui a permis, en passant ces amendements, d'ouvrir un débat avant peut-être de le clore par un amendement de suppression de l'article. Chers collègues, le 216, Madame de La Gontrie. Toutes mes excuses. Notre amendement a un objectif bien déterminé, qui est de reprendre les attendus des décisions de la Cour de cassation de novembre et décembre dernier. Je l'indiquais tout à l'heure dans mon propos liminaire, qui a vocation à permettre donc cette inscription à l'état civil d'un enfant payé par GPA à l'étranger, mais en indiquant que ce n'est donc pas le motif suffisant pour en exclure la possibilité. Ce qui, bien évidemment, mais cela a été évoqué déjà précédemment par d'autres collègues, n'interdit pas du coup aux juges français d'écarter cette possibilité d'inscription. Et donc, nous respectons la volonté de la jurisprudence qui visait à ne pas rendre automatique la transcription de tels actes, mais de la rendre possible. J'ai évoqué tout à l'heure, donc je n'y reviendrai pas pour ne pas allonger le propos, ce que disait la Cour européenne, le nombre d'enfants concernés, le sort des enfants. Là encore, pensons aux enfants et pour ces quelques centaines concernés, appliquons la décision de la Cour de cassation. Merci. Madame la Ministre, le 301. La présentation du 301. Si vous me le permettez, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je serai peut-être un tout petit peu longue pour expliquer pourquoi j'en viens à l'amendement 301 que je vais vous présenter. Je voudrais d'abord redire chronologiquement ce qui s'est passé, car c'est important pour évidemment expliquer pourquoi je présente cet amendement. En 2015 puis en 2017, la Cour de cassation a développé une jurisprudence sur la question des GPA réalisés à l'étranger. C'est un sujet très complexe et très sensible, puisque évidemment il faut se garder d'avancer des solutions simplistes, puisqu'il y a des enfants au cœur de ces situations. La France a fait le choix d'interdire la GPA, et elle le fait au nom de principes éthiques sur lesquels il n'est pas question de céder. Il existe cependant une réalité. Nos frontières sont ouvertes et des couples se rendent à l'étranger pour obtenir un enfant par le biais d'une GPA. Nier cette réalité pourrait conduire à pénaliser des enfants en raison des choix qui ont été faits par leurs parents. Il faut donc trouver un équilibre entre l'effectivité de l'interdiction de la GPA et le droit pour les enfants à avoir un état civil et une vie familiale normale. Il résultait de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsqu'un couple avait eu recours à une GPA à l'étranger, la transcription de l'acte de naissance était possible pour le père biologique. En revanche, à l'égard du parent d'intention dont nous parlons depuis tout à l'heure, la Cour de cassation renvoyait vers une procédure d'adoption. Le gouvernement approuvait et approuve toujours cet équilibre qui permet à la fois un contrôle du juge français sur la GPA réalisée à l'étranger
et en même temps une protection des intérêts et des droits en présence, notamment bien sûr ceux de l'enfant. Comme je l'avais annoncé à l'Assemblée nationale, et je dis ceci notamment pour répondre aux observations formulées par Madame la sénatrice de Gontrie précédemment. Je l'avais donc dit à l'Assemblée nationale, le gouvernement préparait une circulaire pour assurer la bonne application de la solution que je viens de développer devant vous, et je souhaitais adresser cette circulaire, évidemment, au procureur, mais également au consulat, pour que nous puissions ainsi assurer l'application de cette jurisprudence de la Cour de cassation. Application d'une solution d'autant plus souhaitable qu'elle était validée par la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, par un avis du 10 avril 2019, la CEDH a précisé que la jurisprudence de la Cour de cassation était compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme. Elle a posé des conditions relatives à l'accès à la procédure d'adoption, mais en décembre dernier, la CEDH a redit que la procédure d'adoption française permettait de donner aux enfants nés de GPA à l'étranger une filiation dans des conditions conformes à la jurisprudence et aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme. Non, la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme a dit que le système français était conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme. Le 18 décembre dernier, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence antérieure en permettant la transcription de plein droit des actes de naissance établis à l'étranger sans passer par l'adoption. Techniquement, la Cour de cassation, en fait, elle a modifié son interprétation de l'article 47 du Code civil sur la régularité des actes de l'état civil étranger. Cet article, vous le savez sans doute, prévoit que pour être reconnu en France, un acte de l'état civil étranger doit être, je cite, conforme à la réalité. Jusque-là, la Cour de cassation considérait que la conformité à la réalité s'appréciait au regard de la loi française. Et pour la GPA, cela signifie que l'acte de naissance qui désigne la mère d'intention comme mère n'était pas conforme à la réalité, puisque en droit français, nous l'avons dit tout à l'heure, la mère est celle qui accouche. Depuis le 18 décembre dernier, donc, la Cour de cassation juge désormais que l'appréciation de la conformité à la réalité d'un acte de l'état civil étranger s'apprécie non plus au regard des critères de la loi française, mais au regard des critères de la loi nationale étrangère. Et évidemment, cela change les choses. Le gouvernement ne peut pas se résoudre à ce nouvel état du droit, je le dis ici clairement, car il supprime notamment tout contrôle juridictionnel sur les GPA réalisés à l'étranger. C'est la raison pour laquelle le gouvernement vous propose de revenir à la situation antérieure à cette nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation. Le passage, en effet, par la procédure d'adoption me paraît indispensable en ce cas, car seule l'intervention du juge, dans le cadre de la procédure d'adoption, permet d'opérer un contrôle dans l'intérêt de l'enfant et notamment de s'assurer de l'absence de trafic d'enfants. Alors, le gouvernement présente un amendement qui est ainsi rédigé. Cet amendement, l'amendement du gouvernement, propose à l'article 47 du Code civil de préciser que la conformité de l'acte étranger s'apprécie au regard des critères de la loi française. Concrètement, en matière d'acte de naissance d'un enfant né de GPA à l'étranger, cela signifie que l'acte de naissance qui désigne la mère d'intention comme mère, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas conforme à la réalité, puisque en droit français, la mère, c'est celle qui accouche, en dehors de l'hypothèse de l'adoption. L'amendement tel qu'il est rédigé Je n'ai cessé de le faire, Monsieur le Président, depuis tout à l'heure. Cet amendement prévoit une solution
à la fois suffisamment large mais précise, qui permet de viser d'autres situations au-delà des enfants nés de GPA à l'étranger. En effet, la rédaction proposée permet de s'opposer à des transcriptions qui seraient contraires aux règles françaises pour d'autres raisons. On peut par exemple penser aux actes de naissance qui incluent plus de 2 parents, hors les hypothèses d'adoption. L'amendement donc propose de revenir à la solution antérieurement retenue, c'est-à-dire transcription pour le père biologique, établissement de la filiation du parent d'intention par l'adoption sous le contrôle du juge. Comme cela a été établi par la jurisprudence antérieure, appliqué par les tribunaux et conforté par la Cour européenne des droits de l'homme. Pas plus, pas moins. Je vous invite donc à adopter cet amendement. J'émets un avis défavorable aux amendements qui ont été précédemment présentés, 8 rectifiés, 104, 249, etc., parce qu'il me semble que ceux-ci prévoient des dispositifs qui ne permettent pas d'assurer et de garantir le contrôle par le juge français. Merci, Madame la Ministre. Donc, Madame la rapporteure, l'avis de la Commission. Merci, Monsieur le Président. Alors tout d'abord, un commentaire sur les amendements 8, 104 et 249 qui proposent une nouvelle rédaction de l'article 4 bis. D'abord, je voudrais m'associer aux observations qui ont été faites par Madame le garde des Sceaux pour rappeler que la GPA est interdite en France, tout simplement, que le Conseil d'État, en 2018, dans l'étude qui a été établie préalablement aux États généraux de la bioéthique et à la révision de la loi bioéthique, a indiqué clairement que la GPA heurte la substance même du modèle bioéthique français. Pour autant, et puisque c'était cela la motivation de tous les amendements que nous examinons, l'intérêt des enfants doit être préservé, nous en avons conscience, et si nous n'avons pas conscience, la Cour européenne des droits de l'homme l'a pour nous. De sorte qu'aujourd'hui, il n'existe pas d'enfants issus de GPA à l'étranger qui soient totalement privés de filiation, y compris en France. Pourquoi? Parce que, Mme le garde des Sceaux l'a dit, nous transcrivons toujours les actes d'état civil s'agissant de la filiation biologique qui est constatée, et pour l'autre parent, eh bien, il y a une procédure qui doit être mise en place, qui est la procédure d'adoption, et cela est conforme à la Cour européenne des droits de l'homme et à ses exigences. Ce que vous sollicitez dans les amendements 8, 104 et 249, c'est que les jugements étrangers établissant la filiation d'enfants nés d'une GPA aient en droit français les mêmes effets qu'un jugement d'adoption plénière. Alors, encore une fois, ça heurte le principe de l'interdiction de la GPA. Et en outre, selon les dispositions de ces amendements, le procureur serait tenu de procéder à la transcription du jugement sans aucun contrôle du fond sur le respect de l'intérêt de l'enfant, ce qui ne sera pas le cas lorsque la procédure d'adoption sera mise en œuvre conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est donc un avis défavorable sur ces 3 premiers amendements, 8, 104 et 249. L'amendement 250 propose lui aussi une nouvelle rédaction, mais avec une variante. Il s'agit pour de la même idée que les 3 amendements précédents. Il diffère en 2 points. Il exige que le consentement de la mère porteuse soit mentionné dans le jugement et il interdit toute contestation de la transcription, notamment par le procureur de la République. Or, cette dernière disposition, notamment, paraît guère constitutionnelle. Le droit hors cours est particulièrement bien protégé par nos principes constitutionnels et conventionnels. Il me paraît difficile d'admettre un tel amendement qui contraigne autant notre système juridique. Et pour ces motifs et ceux précédemment évoqués pour les 3 premiers amendements, l'avis de la Commission est défavorable. L'amendement 216, qui est celui de Madame de la Gontrie, codifie dans la loi les termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui reprend, elle, les termes de la Cour européenne des droits de l'homme sur la filiation d'un enfant issu de la gestation pour autrui. Cependant, les termes de la Cour européenne des droits de l'homme ont été établis, non pas pour la France, mais pour l'ensemble des pays, de sorte qu'ils sont établis en des termes relativement vagues, car ils ne précisent pas quel serait le lien de filiation ou la procédure qu'il faudrait mettre en œuvre pour que le deuxième lien de filiation, celui qui n'est pas biologique, soit établi par la France. Il est donc inadapté et insuffisamment précis pour pouvoir l'inscrire dans la loi, et l'avis de la Commission est défavorable. L'amendement 301 du Gouvernement. Nous partageons exactement les mêmes buts, me semble-t-il, qui sont
qui sont de revenir sur la dernière jurisprudence de la Cour de cassation qui procède directement, purement et simplement à la transcription des jugements qui sont prononcés sur la base d'une GPA qui aurait été pratiquée à l'étranger. Mais j'avoue que je ne vois pas comment cet amendement fonctionne, Madame le ministre. Vous indiquez que, alors c'est incompréhensible évidemment si on lit la phrase, hein, bien évidemment, celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Ça signifie quoi? Bon, pour que les débats soient clairs, vous rajoutez cette phrase après l'article 47. L'article 47 du Code civil dispose qu'un acte de l'état civil français établi à l'étranger fait foi, sauf s'il est établi que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Et vous indiquez que cette réalité doit être appréciée au regard de la loi française. J'avoue que je ne comprends pas ce que cela signifie, car la réalité, ce n'est pas un concept juridique. La réalité, c'est un concept de fait. La réalité, c'est de savoir si oui ou non cet enfant dont on veut transcrire la filiation est né d'un des deux parents qui apparaît sur le jugement. Donc, c'est vrai que cette notion factuelle et la façon dont cet amendement est rédigé ne me paraît pas permettre de réaliser l'objet qui est celui de votre amendement, mais qui est aussi celui que la Commission a cherché à réaliser en adoptant l'amendement qui avait été débossé par M. Retailleau. Donc, dans la mesure où je ne vois pas comment cet amendement serait plus clair, poursuivant les mêmes buts que ceux de la Commission, que celui que nous avons adopté, mon avis est également défavorable en qualité, évidemment, de rapporteur de la Commission. Merci, Madame la rapporteure. Des explications de vote, j'imagine. Monsieur Retailleau. Madame Rossignol, d'abord, d'accord. Allez-y. Allez-y, Madame Rossignol. Plusieurs remarques. La première, c'est en préalable peut-être de dire que, pour ma part, je ne crois pas que deux hommes soient moins compétents, moins aptes à rendre des enfants heureux que deux femmes ou un homme et une femme, et que tout cela n'est pas mon sujet. Je n'ai pas de jugement sur les compétences des couples divers à élever et rendre des enfants heureux. En revanche, la question de la grossesse pour autrui, qui s'appelle en espagnol les utérus alloués, est une question séculaire. C'est peut-être la plus vieille méthode qu'il y ait eu pour lutter contre la stérilité, et en particulier dans les familles bourgeoises où il y avait de la transmission de patrimoine et des héritiers à désigner. Et vous savez, ce n'était pas très compliqué, on demandait à la bonne, on lui demandait d'ailleurs plus ou moins, et puis on s'arrangeait, et puis l'enfant, pouf, était subitement présenté comme étant l'enfant du couple. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que, de manière historique, les femmes sont assignées à la fonction procréative et enfermées, maintenues dans leur rôle de reproduction et dans la valeur que l'on y donne, selon les moments ou pas. Nous sommes bien en difficulté. Nous sommes bien en difficulté sur la GPA, parce que, bien entendu, l'intérêt de l'enfant veut qu'on sécurise le plus possible sa vie en France. Et puis, nous avons une interdiction absolue de la GPA. Les conventions de GPA sont nulles de nullité absolue. Et puis, nous ne sommes pas en situation, par exemple, de poursuivre les parents qui vont faire des GPA. Jamais je n'ai entendu personne dire on va faire une modification du code pénal pour poursuivre les GPA à l'étranger comme on poursuit la pédocriminalité à l'étranger. Personne ne l'a jamais demandé. Donc, on n'est tous pas totalement à l'aise. Sur la marchandisation du corps, on n'a pas tous le même point de vue. Je suis heureuse d'entendre mes collègues aujourd'hui être très très en pointe contre la marchandisation du corps des femmes. J'ai quelques souvenirs du vote en 2015 de la loi sur le système prostitutionnel et je me rappelle qu'à l'époque, la marchandisation du corps des femmes paraissait être nettement moins un problème qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc tout cela ne sont que des ajustements de nos valeurs. Je finis très vite. La question, quel est le rôle de la France, si vous n'avez 30 secondes, Monsieur le Président, quel est le rôle de la France aujourd'hui? Le rôle de la France, c'est d'aider les coalitions internationales pour faire reculer la GPA partout. Donc il faut qu'on s'interroge, bien sûr, sur l'intérêt de l'enfant, et en même temps, la question de savoir quelle est la législation en France
qui renforce ces coalitions internationales contre la GPA. Et je pense pour ma part que ce n'est pas la transcription totale et facile des deux pères, le père biologique et le père d'intention, qui nous permettent de renforcer la coalition internationale. C'est une solution non satisfaisante, qui est celle, en gros, que propose le gouvernement. C'est pour ça que je voterai l'amendement du gouvernement, même si je trouve que juridiquement, peut-être on aurait pu faire mieux. Merci, cher collègue. Monsieur Retailleau. Madame la ministre, Monsieur le Président, je pense qu'on est à un des points vraiment nodal de la discussion sur la GPA. On partage, en tout cas sur de nombreux bancs et à l'extérieur de cet hémicycle, une crainte. C'est que ce texte soit une étape demain pour la GPA. C'est une crainte. Cette crainte, laissez-moi, chère présidente Assassi, cette crainte, elle n'est pas illégitime. La rapporteure a dit la GPA en France est interdite, sauf que, je le dis solennellement ce soir, et je voudrais que les Français le sachent. Aujourd'hui même, le recours à une mère porteuse payée à l'étranger pour abandonner son enfant est un moyen légalisé en France. Donc, la crainte n'est pas illégitime, parce que les jurisprudences. Deuxième chose, Madame la garde des Sceaux, votre amendement a pour fonction essentielle d'écraser celui que j'avais proposé et qui avait été adopté par la commission spéciale, et je voudrais vous dire en quoi il l'écrase, il détruit cette digue que nous avions construite sans reconstruire une vraie barrière. De deux façons, je l'explique. Votre dispositif est de rappeler simplement qu'il faut appliquer la loi française. Mes chers collègues, c'est révolutionnaire, un amendement qui propose d'appliquer la loi française. Est-ce que la Cour de cassation n'applique pas la loi française? Ou est-ce que la Cour de cassation serait suffisamment militante pour aller au-delà de la loi française pour qu'une garde des Sceaux rappelle dans la loi par un amendement qu'il faut absolument appliquer la loi française? Non, si la loi française est imprécise, elle l'est, c'est parce que, et c'est évidemment, on le voit bien, que la Cour de cassation dispose d'une liberté qui l'a conduit à cette jurisprudence. Sinon, elle n'applique pas la loi française. Donc votre amendement, de ce point de vue-là, il n'apporte rien. Deuxième chose, vous vous appuyez sur, une fois de plus, la CEDH. Votre raisonnement est faux, madame. Il est faux. Je voudrais vous lire le dernier arrêt du 12 décembre de la CEDH qui a refusé de condamner la France pour un refus de transcription, en estimant que le refus des autorités françaises de transcrire les actes de naissance étrangers des enfants requérants sur les registres de l'état civil français, pour autant qu'ils désignent la mère d'intention comme étant leur mère, n'est pas disproportionné par rapport au but poursuivi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme l'a dit Philippe Bas, que la CEDH nous donne une latitude, une liberté. Donc arrêtons d'évoquer la CEDH. C'est faux, c'est un manque de courage. Et deux, ça veut dire qu'on ne doit pas confondre ce qui est de l'ordre de la filiation retranscrise ou de la filiation reconnue. Ce que nous demande simplement la CEDH, c'est de ne pas laisser tomber les enfants et de reconnaître un lien de filiation. Eh bien, je conclus. Si la loi française est imprécise, si la CEDH nous donne la liberté et si nous voulons vraiment faire un obstacle aux jurisprudences de la Cour de cassation et donc mettre un frein définitif à la GPA, ne votez pas ces amendements et en particulier l'amendement du gouvernement. Merci, cher collègue. Monsieur Lecomte. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, je rappelle que nous parlons de la transcription en droit français d'actes de naissance établis à l'étranger, d'enfants français qui, à l'étranger, dans l'acte d'état civil étranger, constate, établit deux parents français, ou en tout cas deux parents, et un enfant français. Et cette situation a conduit un certain nombre de parents à se retourner vers la CEDH et vers la Cour de cassation pour établir le droit de leur enfant à avoir un état civil français. Et compte tenu
de la situation actuelle. Les amendements, et en particulier l'amendement de notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie, est rendu essentiel au regard des tentatives variées de contourner les arrêts rendus fin 2019 par la Cour de cassation, et il s'agit, par cet amendement, de codifier les principes juridiques de notre actuelle jurisprudence afin de respecter l'avis de la CEDH du 10 avril 2019, en considérant que chaque fois que la situation d'un enfant est en cause, l'intérêt supérieur de celui-ci doit primer, Monsieur le Président Retailleau. En effet, comment avoir encore confiance dans un gouvernement qui a demandé à l'Assemblée nationale une seconde délibération sur le vote d'un amendement similaire adopté à l'initiative du député Jean-Louis Touraine en prétextant une circulaire à venir? Une circulaire, Madame la Ministre, dont vous avez répété dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, puis à plusieurs reprises dans la presse, qu'elle tirerait les conséquences des jurisprudences à leur avenir de la Cour de cassation. Une circulaire qui aurait donc dû rappeler les principes de transcription intégrale des actes de naissance, sans passer par l'artifice fallacieux et chronophage de l'adoption intraconjugale de l'enfant du conjoint, qui, d'ailleurs, n'est pas possible dans tous les cas. Une femme seule ou un couple non marié. Seulement voilà, la Cour de cassation, par son arrêt du 4 octobre 2019 et ses 3 arrêts du 18 décembre 2019, tranche dans l'intérêt de l'enfant. Elle applique, dans un souci d'uniformité du droit, les mêmes modalités du droit à une filiation pour des familles, quel que soit leur schéma personnel et parental, qu'il s'agisse d'un couple marié de sexes différents ou de même sexe, d'hommes, de femmes ou encore d'un couple non marié. La Cour de cassation respecte ainsi les critères d'effectivité et de célérité, Monsieur le Président Retailleau, qui sont des exigences de la CEDH, qui ont été imposées et délibérées en grande chambre à l'unanimité des juges de la CEDH. On aurait pu se contenter d'appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation comme cela devait prévaloir dans notre système juridique, en permettant désormais la transcription intégrale des actes de naissance des enfants nés d'une GPA à l'étranger. Mais la parole qu'a donnée le gouvernement à l'Assemblée nationale semble être remise en cause et dans un souci de sécurité juridique, il convient d'apporter dans la loi les précisions nécessaires pour que tous les enfants aient les mêmes droits et leur intérêt préservé. Merci, cher collègue. Le président Milon a demandé la parole. Plutôt à la fin? Bon, à la fin, monsieur. Le président Bas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense que l'interdiction de la gestation pour autrui, dans notre législation, devient un chiffon de papier si elle n'emporte plus aucune conséquence sur l'état civil. La jurisprudence récente de la Cour de cassation, dont il ne faut pas d'ailleurs tirer des conséquences excessives parce que ça portait sur des cas d'espèce, mais elle est inquiétante. Le mérite de la commission spéciale est d'avoir donné clairement un coup d'arrêt à cette exigence qui semblait grandir d'une transcription intégrale des actes d'état civil qui ont été rédigés à l'étranger à la suite d'une gestation pour autrui. Qu'on reconnaisse que le père génétique est le père, c'est une chose. Qu'on donne au père d'intention ou à la mère d'intention un statut de père ou de mère en est une autre. Il me semble que tous les amendements qui visent en réalité à consolider la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est-à-dire tous, sauf l'amendement du gouvernement, sont des amendements extrêmement dangereux puisqu'ils privent d'effet utile l'interdiction de la gestation pour autrui. Quant à l'amendement du gouvernement, je le trouve en réalité cosmétique. Dire que la réalité de la situation reconnue par l'acte d'état civil étranger doit être appréciée en fonction de la loi française, ça ne veut rien dire, car une réalité n'est pas appréciée en fonction d'une loi, mais en fonction de son existence ou de sa non-existence. Et je ne vois pas comment la Cour de cassation pourrait s'appuyer sur cette mention pour renoncer à l'esquisse de sa nouvelle jurisprudence. Tandis que la commission spéciale, elle a dit les choses nettement. Elle a dit qu'on devait continuer à transcrire partiellement les actes d'état civil pour la filiation paternelle établie et pas pour les filiations des parents d'intention. Je crois que ceci est réellement le plus important. Car figurez-vous que si demain,
Quand on en a les moyens, on va dans un grand pays dont la législation permet la gestation pour autrui acheter des enfants et que la loi française et la juridiction française reconnaissent cet état civil, alors on dira mais quelle injustice pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller en Californie. Et on dira il y a 2 poids 2 mesures, vous allez en Californie, vous avez la reconnaissance de la filiation à l'égard du père d'intention ou de la mère d'intention, vous restez en France et vous n'y avez pas droit. Et alors là, on sera conduit à avoir un débat ici pour dire faisons la justice en alignant tout le monde. Merci, Madame Cohen. C'est Madame Assassi, pardon. Présidente Assassi. Merci, Monsieur le Président. Je vais être très bref pour simplement rappeler avec force que l'ensemble de mon groupe est opposé à la GPA sur le fond, et pour des raisons qui ont déjà été évoquées par d'autres de nos collègues. Mais je voudrais rappeler quand même, mes chers collègues, qu'à l'origine, la GPA n'est pas dans le texte. Et donc, si elle l'est aujourd'hui, c'est parce qu'elle a été intégrée via l'amendement déposé par M. Retailleau en commission spéciale et qui a été adopté par une majorité à la commission spéciale. Et donc, c'est parce qu'elle est donc intégrée qu'aujourd'hui, elle est aussi, j'ose le dire, instrumentalisée par les opposants à la PMA. Dans tout, écoutez, j'étais dans la rue tout à l'heure, j'ai écouté, et ils ont le droit de le faire, je le répète, des manifestants qui intervenaient en disant la PMA, c'est bien évidemment, d'ici quelque temps, l'ouverture à la GPA dans notre pays. Donc, si le débat existe aujourd'hui, c'est parce que certains ont voulu l'intégrer au texte, que les choses soient claires. En tout cas, pour notre part, nous avons déposé un amendement 210 rectifié bis, mais nous allons renoncer à cet amendement au profit de celui qui a été déposé par le gouvernement et que la garde des Sceaux a défendu tout à l'heure. Merci, chers collègues. Monsieur Bigot. Merci, Monsieur le Président. Ce qui me paraît d'abord, mes chers collègues, clair, c'est que dans l'hémicycle, nous sommes tous convaincus qu'il ne faut pas accepter la GPA et nous cherchons tous les moyens de faire en sorte effectivement qu'elle ne puisse pas devenir indirectement régularisée. Et en même temps, nous sommes préoccupés par la situation des enfants et le statut qu'ils peuvent avoir, ce qui n'est pas simple. Et je dirais que c'est tellement peu simple que je me dis parfois, quand le législateur ne sait pas comment faire la loi, compte tenu du peu de cas, il est peut-être plus habile de laisser la jurisprudence décider au cas par cas. À cet égard, Madame la Ministre, je pense que votre amendement pose un autre problème, c'est qu'il est quelque part une modification substantielle de l'article 47 du Code civil. Nous sommes là dans des règles de droit privé. Comment est-ce que l'on règle les conflits en droit international privé, notamment dans le domaine de la filiation? C'est par la reconnaissance, c'est ce que dit l'article 47. Tout acte de l'état civil des Français fait en pays étranger et rédigé dans les formes utilisées dans ce pays fait foi, sauf, etc. Quand vous mettez dans la loi, ça doit se faire conformément à la législation française, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit tout à fait conforme à la législation française. Ce n'est pas la même chose que de dire qu'il ne faut pas qu'il soit contraire à la législation française. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un problème dans la rédaction de votre amendement, ce qui justifiera qu'on ne puisse pas le voter à mon sens, parce qu'il va poser d'autres problèmes dans d'autres domaines le jour où il pourrait rentrer en vigueur. S'agissant de l'amendement, enfin de l'article 4 bis tel qu'il ressort de la Commission, il est trop affirmatif, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il est proposé un amendement d'adaptation, parce qu'il aboutit à renoncer notamment au fait qu'il y ait 2 pères, alors que la loi française admet, notamment en matière d'adoption, la possibilité pour 2 pères d'adopter un enfant. Donc on va avoir là des problèmes également qui me paraissent dangereux. Donc c'est la raison pour laquelle nous, très simplement, nous avons suggéré de reprendre, pas l'amendement d'un collègue Touraine à l'Assemblée nationale, mais ce qu'a dit la Cour de cassation,
qui est très prudente, qui dit simplement, c'est ce qu'on peut reprendre à l'article 47, la circonstance de la naissance de l'enfant étranger et pour origine une convention de gestation pour autrui prohibée ne peut à elle seule faire obstacle à la transcription. Ça n'empêchera pas la jurisprudence de dire, comme l'a dit peut-être aussi la Cour des droits de l'homme, il y a d'autres moyens et vous pouvez recourir à l'adoption. D'ailleurs, la logique, c'est qu'on recourt à l'adoption. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons maintenir notre amendement, mais franchement, le plus sage, si dans notre folie nous étions capables d'être sages, on devrait se dire, laissons pour ces quelques cas la Cour de cassation ou la jurisprudence trouver la solution. On ne parle pas de cas extrêmement nombreux, et c'est vrai que certains peuvent penser que si on légifère trop, on pourrait donner l'impression qu'on ouvre des vannes. C'est très compliqué. Donc, nous soutiendrons plutôt les amendements qui ne vont pas dans le sens du vôtre, M. Retailleau, mais je crois qu'au stade final, je préférais supprimer tout. Merci, cher collègue. Monsieur Karoutchi. Monsieur le Président, Madame la Ministre, moi ce que j'entends m'étonne beaucoup. C'est le Parlement qui fait la loi. Et c'est le Parlement qui décide dans ce pays. Pardon de vous dire, j'entends qu'on m'explique la jurisprudence de la Cour de cassation, du Conseil d'État, la CEDH. Tous ces magistrats, je les respecte beaucoup. Je les respecte beaucoup. Enfin, la loi, c'est la loi. Et la loi, ce sont l'Assemblée nationale et le Sénat qui les votent. Et le gouvernement qui les propose par les projets de loi. Depuis tout à l'heure, on a l'impression que telle décision de la Cour de cassation, telle jurisprudence s'impose au Parlement, quoi qu'il advienne. On en vient, pardon, Monsieur Bigot, et je sais que vous êtes un fervent partisan du parlementarisme, mais enfin, en arriver à dire, comme il y a des cas, laissons, plutôt que de faire la loi, laissons-les gérer par les magistrats. Finalement, c'est ça. Alors, avec tout le respect que j'ai pour les magistrats, il y a quand même des réalités. Enfin, pardon, mais essayez d'expliquer simplement aux Français que la GPA est strictement interdite en France. Point barre et point de base accepté par 90%, 95% des parlementaires. Très bien. Mais aussitôt, on dit, ah oui, mais au nom de l'enfant, et je respecte tout à fait ça, il faut accepter les décisions de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la CEDH. En clair, la GPA est interdite, mais si vous allez à l'étranger la faire, 1, on ne vous poursuit pas, et 2, c'est comme si vous étiez en France, vous pouvez revenir. Alors, expliquez-moi franchement comment on peut dire dans un Parlement de la République que la GPA est interdite, mais qu'on encourage les Français qui le souhaitent à aller le faire à l'étranger en leur disant « il ne vous arrivera rien et en tout état de cause au nom du droit, ce qui est naturel, de l'enfant, ce sera parfait ». Franchement, comment on peut faire la loi et accepter dans le Parlement de la République que certains, pour des raisons tout à fait respectables probablement, mais la violent et qu'il ne se passe rien et qu'on nous dise ensuite à l'intérieur du Parlement de la République qu'il faut se taire parce que c'est la jurisprudence. Pardon, nous sommes le Parlement de la République, nous faisons la loi et c'est nous qui décidons. Merci, cher collègue. Monsieur Bargeton. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, sur ce sujet, ça a été rappelé, ma conviction, ça ne vous surprendra pas, elle s'inscrit dans le droit fil des propos du Président de la République le 20 avril 2017. Et il disait ceci, j'ai repris il proposait donc de reconnaître l'existence et donner un statut juridique aux enfants qui vivent en France et qui sont nés de GPA à l'étranger, car ces enfants ne peuvent pas être les victimes. 20 avril 2017. L'arrêt dont nous parlons, l'arrêt Menson, est un cas d'espèce. Ça a été dit d'ailleurs tel quel. Et la Cour de cassation mentionne le vide juridique. C'est donc un appel aux législateurs à légiférer. Et ça, c'est vrai. C'est d'ailleurs ce à quoi répond l'amendement du gouvernement, à cette invitation. Il propose une disposition qui légifère. Alors, évidemment, on peut quand même rappeler là aussi, et je sais bien que
Visiblement, M. Karoutchi n'est pas d'accord, mais enfin, ça a quand même été souvent cité, l'intérêt de l'enfant. Et je trouve que là, tout d'un coup, dans ce débat, sur cette question, on le cite de nouveau assez peu. Donc, c'est pourquoi, au regard du débat qui a eu lieu, de la proposition du gouvernement, notre groupe le votera, même si, je le dis, nous avions déposé un amendement de suppression de l'article 4 bis, parce que, en effet, tel quel, il nous semblait inopportun. Et dès lors, par rapport à l'article 4 bis, comme nous proposons la suppression, l'amendement du gouvernement est un plus, donc nous le voterons. S'il ne devait pas être adopté, eh bien nous maintenons l'idée de supprimer l'article 4 bis. Merci, cher collègue. Monsieur le Président Bidon. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, je vais revenir sur toute une histoire. Et je risque de dépasser un petit peu, mais comme vous avez autorisé à d'autres... Oh, Monsieur le Président, oui, un petit peu. Une quinzaine de secondes. La GPA s'adresse à des couples hétérosexuels et des couples homosexuels. Pour les couples, et la PMA s'adresse maintenant à des couples hétérosexuels et des couples homosexuels. La France a décidé, il y a quelques années en arrière, d'aider la PMA pour les couples hétérosexuels, et elle décidera probablement dans les mois à venir d'aider les couples homosexuels dans le cadre de la PMA. Jusqu'à présent, la France a décidé de ne pas aider les couples hétérosexuels dans le cadre de la GPA, je dis bien jusqu'à présent, et il s'est passé ce qui devait se passer malheureusement, c'est-à-dire que la GPA se fait maintenant à l'extérieur du territoire français. Comme vous, je suis profondément contre la marchandisation du corps humain. Mais contrairement à vous, je suis, moi, favorable à une GPA à la française, c'est-à-dire par le système de dons. Alors, j'avais dit que je n'en parlerais pas trop, donc je n'en parlerai pas trop aujourd'hui, mais on peut très bien, et là je rejoins Madame Assassi, on peut très bien revenir sur ce texte dans le cadre d'un texte général qui parlerait justement de tout ce qui concerne l'infertilité ou la stérilité des couples homosexuels, des couples hétérosexuels dans le cadre de lois sur la PMA ou dans le cadre de lois sur la GPA. Et là, j'aurais beaucoup de choses à dire qui seront certainement plus intéressantes. Moi, la question que je me pose, c'est que actuellement, comme on autorise la PMA pour des couples hétérosexuels, on dit bien que la PMA est autorisée pour des couples dans lesquels, par exemple, la femme n'a pas d'ovule, donc elle ne peut pas permettre la vie, mais a un utérus, n'a pas d'ovule, donc elle ne peut pas donner la vie, mais a un utérus, donc elle peut permettre la vie. Et on a des couples hétérosexuels dans lesquels la femme peut avoir des ovules, donc donner la vie, mais n'a pas d'utérus, donc ne peut pas permettre la vie. Alors à celle qui ne peut pas donner la vie parce qu'elle n'a pas d'ovules, on autorise la PMA, et à celle qui peut donner la vie mais qui n'a pas d'utérus, on ne lui autorise pas d'avoir un enfant. Et ça me choque profondément. C'est pour ça que j'avais, il y a une dizaine d'années, Madame la Ministre, mis en place une PPL avec Michel André, d'ailleurs, qui avait fait le travail du côté de la gauche, et moi j'avais fait le travail du côté de la droite. Et nous avions proposé une PPL à la française, c'est-à-dire par le système de dons, sans intervention de marchandisation. Désormais, ce problème pour les couples hétérosexuels se pose encore, mais se posera de moins en moins avec les techniques qui ont été mises en place autant à l'étranger qu'en France et en Suède, par le système de la greffe d'utérus, ici d'ailleurs à Pompidou, par le professeur Ayoubi. Ça peut être une technique intéressante et qui autoriserait seulement une seule grossesse. Donc ça, je tenais à le dire parce que je suis choqué que nous n'allions pas plus loin dans la réflexion et dans la façon dont nous pourrions faire en sorte que l'ensemble des couples, quels qu'ils soient, qui souhaitent un enfant, puisse accéder à la possibilité d'avoir un enfant. Maintenant, si on revient donc à la situation d'aujourd'hui, bien évidemment, l'amendement de Bruno Retailleau est pour moi un amendement de secours en attendant d'autres solutions. Je l'ai voté
en commission. Je le voterai ici. Enfin non, je ne voterai pas puisqu'on n'a pas le voté puisqu'il est dans le projet de loi issu de la commission. Mais je ne voterai pas les autres amendements en vous demandant de bien réfléchir au fait que l'amendement de la ministre va dans le même sens, mais notre rapporteur dit qu'il n'est pas... Bon, à la rigueur, c'est peut-être vrai. Moi, je ne suis pas juriste, donc je suis bien obligé de croire plus mon rapporteur, plus ma rapporteure que la ministre. Mais comme tous les deux, vous allez dans le sens de la reconnaissance du parent géniteur et de la nécessité d'adoption pour l'autre parent, ça n'est pas une solution idéale, loin de là. Ça n'est pas la solution que je souhaiterais, vous le savez, puisque moi je suis favorable à la GPA à la française et le système de dons. Mais pour l'instant, c'est le système que je vous demande de voter. Monsieur le Président, Madame Cohen. Oui, moi j'apprécie l'intervention d'Alain Milon, qui ne m'étonne pas parce que voilà, on a déjà eu des échanges là-dessus. Je regrette vraiment profondément que ce texte de loi, je le redis, sur la bioéthique, qui n'aurait pas dû aborder, à mon sens, la PMA, je l'ai déjà dit, aborde de manière encore plus restrictive la GPA. Parce que le débat que nous avons eu depuis le début, qui a duré au moins 14 heures sur la PMA, là, on va aborder la GPA en 1 heure ou 2 heures. Et on voit bien que les questions qu'a posées Alain Milon sont extrêmement importantes et qu'elles auraient et elles mériteraient vraiment plus que au travers d'un amendement. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que on est vraiment, le fait de dire qu'à partir du moment où on ouvre la PMA pour toutes, c'est la porte ouverte à la GPA, est une hypocrisie. La GPA existe, tout le monde l'a dit. Notre groupe, et personnellement, puisque c'est moi qui parle, je suis fondamentalement contre la GPA. Et je fais partie de celles et ceux qui pensent qu'il n'y a pas de GPA éthique. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans un monde idéal, on est dans un monde capitaliste où tout est marchandisation. Et j'ai cru comprendre que même sur les bancs de droite, visiblement, vous étiez vous aussi contre la marchandisation. Donc, c'est un point positif. J'ai déjà dit que peut-être ça pourrait nous faire avancer sur d'autres sujets. Mais enfin, on en est sur la marchandisation des corps. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de GPA éthique. Et je pense qu'effectivement, eh bien, contrairement à Alain Milon, je crois qu'il faut laisser à la science progresser et que le professeur Ayoubi nous a dit, et il y a une expérience à Foch, d'une greffe d'utérus. Donc peut-être que les choses pour les femmes qui n'ont pas d'utérus vont progresser, et tant mieux. Et pourquoi je dis qu'il ne faut pas mettre un signe d'égalité avec la GPA? Parce que la GPA, c'est que dans ce monde capitaliste, eh bien c'est louer le ventre d'une autre femme. C'est en fait porter atteinte à la liberté d'une tierce personne, ce qui n'est pas le cas dans la PMA. Donc, on l'a redit, on a retiré notre amendement de suppression au profit de celui du gouvernement parce qu'il nous semble répondre, pour ce qu'il peut répondre dans le contexte actuel à la question qui nous est posée. Mais si effectivement ça n'allait pas dans ce sens-là, nous voterions la suppression de l'article 4 bis. Merci, chers collègues. Donc, je vais mettre aux voix... oui, Monsieur Hervé. Monsieur le Président, j'aurais besoin de vous demander une suspension de séance, s'il vous plaît, de quelques instants. Et alors, Madame la Ministre souhaitait répondre. Et après. Un petit peu avant la suspension de séance. Bien sûr. Quelques instants et on suspend après, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je ne serai pas très longue. Je voudrais simplement dire 3 choses. Répondre de manière générale au président Retailleau qui a dit tout à l'heure, du moins ai-je cru comprendre cela, qu'au fond la situation en France faisait qu'il y avait un moyen légalisé de reconnaître la GPA. Je reprends vos propos. Je crois que ce n'est pas le cas, Monsieur le Président. La loi interdit clairement la GPA en France. En France, c'est l'article 16-7 du Code civil. Et je répondrai également au président, à Monsieur le sénateur Carucci, que
Président aussi, alors oui, mais bien sûr, il y a des poursuites pénales, Monsieur le Président, il y a des poursuites pénales qui sont exercées si un acte a été commis en France ou bien s'il y a un intermédiaire qui est intervenu et que nous pouvons pénalement l'appréhender. J'avais eu l'occasion de les citer à l'Assemblée nationale, il y a des sanctions pénales qui sont prononcées sur des questions liées à la GPA. Je dirais également, Monsieur le Président Retailleau, que la garde des Sceaux ne rappelle rien à la Cour de cassation. Certainement pas, en aucun cas. L'indépendance de la justice me l'interdit. En revanche, et là encore je rejoins le Président Karoutchi, le législateur légifère. C'est évident et c'est ce que nous sommes ici en train de faire. Un mot parce que je n'ai pas eu l'occasion, Monsieur le Président Retailleau, mais je suis gênée puisque je crois avoir compris qu'il y a un amendement rectificatif. Je voudrais dire un mot de l'amendement que vous proposez. Nous poursuivons les mêmes objectifs, je le dis clairement. Tout à fait, Monsieur le Président, et je pense de ce point de vue-là avoir été très clair sur ce que j'ai présenté tout à l'heure, sur ce que j'ai dit tout à l'heure en présentant l'amendement. Il me semble toutefois que l'amendement qui a été adopté par la Commission présente quelques difficultés. C'est ce qui fait que nous avons proposé une autre écriture. Je vous dis quelles sont les difficultés que me semble soulever cet amendement. Je crois qu'il est trop restrictif, puisque vous ne visez que les actes de naissance d'enfants nés de GPA à l'étranger et vous introduisez des dispositions spécifiques réglementant une situation particulière, alors qu'il me semble préférable de prévoir une solution qui pourrait être plus générale et susceptible d'englober d'autres hypothèses. Deuxième observation, cet amendement produisait, car l'amendement de Madame Jourda, mais oui, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, voilà. Donc il m'a semblé, lorsque je regarde le texte voté par la Commission, qu'il produit des effets excessifs et donc ça posait une autre difficulté. L'article 47.1, donc, qui est issu du texte qui a été adopté, je voudrais juste insister là-dessus, la législation française, je crois, un peu en difficulté par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme, dans tous les cas où l'adoption par le parent d'intention n'est pas possible. La CEDH a jugé, Monsieur le Président Karoutchi, mais je crois que dans certains cas, lorsque le législateur a statué, il faut aussi se référer à la jurisprudence. La CEDH a jugé que le lien de filiation doit pouvoir être établi à l'égard du parent d'intention. En tout cas, c'est un constat objectif de ce que dit la CEDH. Or, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans l'arrêt, j'allais dire d'espèce, du 4 décembre dernier, l'arrêt de Menson, a estimé que lorsque la filiation n'est plus possible, la transcription de l'acte de naissance étranger à l'égard du parent d'intention, c'est la seule manière de reconnaître à l'état civil français le lien de filiation établi à l'étranger. Et donc, dans certains cas, les juges devront écarter cet article 47.1 au motif que son application n'est pas compatible avec la CEDH. Et donc, c'est la raison pour laquelle, parce que je lis ces quelques difficultés, je vous propose l'amendement gouvernemental. Deux mots à nouveau, et je me tairai ensuite sur cet amendement gouvernemental pour répondre à Madame la rapporteure. Madame la rapporteure et d'autres encore ici ont critiqué l'écriture de l'amendement gouvernemental, qui est une écriture très simple, qui dit « celle-ci », la réalité, celle-ci, doit être appréciée au regard de la loi française. C'est clair et c'est efficace. C'est clair, pourquoi? Parce que la loi française, dans le domaine de la GPA, elle est claire. Elle dit que la mère porteuse est la mère. C'est tout. Alors que la loi étrangère dit que, à l'inverse, la mère, c'est la mère d'intention. Donc nous sommes sur deux approches différentes. Comment s'apprécie la conformité à la réalité de l'acte qui désigne la mère d'intention comme mère? Vous comprenez bien que suivant que cette réalité s'apprécie au regard de la loi française ou au regard de la loi étrangère, les choses seront différentes. Et c'est bien pour cela
qu'il m'a semblé important, efficace, utile d'indiquer simplement, après l'article 47 tel qu'il est aujourd'hui écrit, que celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Voilà simplement ce que je pouvais dire. Je crois que c'est clair, c'est simple, c'est efficace et cela nous donne toutes les possibilités de juger les situations qui se présentent à nous. On répond donc précisément à la jurisprudence de la Cour de cassation et ce n'est pas, Monsieur le Président Bas, purement cosmétique. Madame la ministre, donc, alors j'insiste. Madame Jourda, oui, alors allez-y, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie votre mansuétude à l'égard du rapporteur. Un mot, Madame le garde des Sceaux. Effectivement, votre remarque était fondée sur le fait qu'on ne pouvait pas transcrire les jugements d'adoption dans l'amendement qui avait été adopté par la Commission. Donc, je présente tout à l'heure un amendement qui le permet, car vous aviez parfaitement raison sur ce point, je crois. Ensuite, j'avoue que je ne comprends toujours pas l'amendement qui consiste à qualifier la réalité par rapport à la loi française, puisque quand bien même à l'étranger, la mère d'intention serait reconnue par faveur par rapport à la mère qui accouche, c'est quand même la mère qui accouche qui a accouché. C'est ça la réalité. De surcroît, la maternité d'intention n'est pas reconnue en droit français pour l'instant. Il n'est pas impossible qu'elle le devienne bientôt si le texte que nous avons fait n'est pas maintenu par l'Assemblée nationale. Et dans ces cas-là, je crains que votre amendement ne soit véritablement d'aucun effet, même interprété comme vous l'interprétez, pour faire obstacle à la reconnaissance d'une maternité d'intention à l'étranger. C'est pourquoi je persiste quand même à préférer celui qui a été adopté par la Commission. Madame Guillotin. Voilà, donc je vais être assez rapide après cette longue discussion juridique qui m'a un peu dépassé dans ses explications. L'amendement que je dépose avec une partie de mes collègues vise à supprimer l'article 4 bis, qui lui-même vise à interdire la transcription totale de l'article de naissance ou du jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour le compte d'autrui sur le registre de l'état civil français concernant le parent d'intention. Il s'agit pour les auteurs, nous semble-t-il, de faire obstacle à une inflexion jurisprudentielle de la Cour de cassation qui, dans le cadre de son dialogue avec la Cour européenne des droits de l'homme et en réponse à différents cas, avait admis une transcription totale de l'acte de naissance lorsqu'elle était la solution possible dans l'intérêt de l'enfant ou lorsque l'acte de naissance établi à l'étranger était probant. Ce sera environ 2000 enfants qui seraient concernés par une filiation partielle du fait de cette interdiction. Cette filiation partielle rend la situation de ces enfants plus vulnérable, soit en cas de décès ou en cas de défaillance du seul parent reconnu. Les auteurs de l'amendement que je propose estiment que dans l'intérêt supérieur de l'enfant, tous les autres amendements précédents ayant été rejetés, une telle interdiction ne peut être inscrite dans la loi et nous demandons sa suppression. Merci, chers collègues. Amendement identique de suppression, le 160, Monsieur Bargeton. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je vais donc vous lire ce qui est assez rare, l'intervention de Monsieur Young, qui a déposé cet amendement et que j'ai co-signé. Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 4 bis inséré par Monsieur Retailleau et la Commission, qui vise à interdire la transcription de l'acte de naissance sur l'état civil d'un enfant né d'une GPA à l'étranger. En supprimant cet article, l'intention de M. Young n'est pas de reconnaître un quelconque droit à la GPA. Notre droit interne est formel à ce sujet. Il s'agit de donner une identité pleine et entière à l'enfant. Gardons à l'esprit que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit primer avant toute autre considération. La première chambre civile de la Cour de cassation ainsi que la Cour d'appel de Rennes en sont venus à la même conclusion. La retranscription intégrale des actes de naissance est compatible avec le droit à la vie privée des enfants. Il serait en effet impensable de priver l'enfant de son état civil français et de sa stabilité administrative. Peu importe le choix des parents, l'enfant n'a pas à en subir les conséquences. L'administration française doit lui procurer un statut fixe, stable et juste. Il en va de ses légitimes droits fondamentaux. Interdire totalement l'établissement du lien de filiation entre un parent et son enfant biologique né d'une GPA à l'étranger est contraire aux droits des enfants et au respect de leur vie privée au sens de l'article 8 de la CEDH. À 2 reprises, la France a été condamnée par la Cour européenne pour avoir refusé de retranscrire les actes de naissance d'un enfant né d'une GPA à l'étranger. Les récentes décisions judiciaires vont dans le même sens. Il est temps de suivre la logique de nos juridictions et d'aligner la loi avec la jurisprudence en cours. Ainsi se serait exprimé M. Young. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Donc, sur ces 3 amendements identiques de suppression, je rappelle quel est le but
de l'article 4 bis que vous souhaitez supprimer, il s'agit de ne pas rendre totalement ineffective l'interdiction qui est posée dans la loi française de manière formelle de la GPA, c'est-à-dire de la marchandisation du corps humain, en limitant la dernière jurisprudence de la Cour de cassation qui transcrit sans autre forme de procès, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, les actes d'état civil établis à l'étranger suite à une GPA. Donc, bien évidemment, c'est un avis défavorable, sauf à ce que nous disions clairement que nous renonçons à toute bioéthique et à l'interdiction de GPA dans la loi française. Madame la ministre, vous avez déjà donné un peu votre avis, mais... Oui, merci Monsieur le Président. Je ne souhaite pas effectivement qu'il y ait une suppression de cet article 4 bis, donc j'émets un avis défavorable à ces amendements. Je pense en effet qu'il est important que nous puissions réaffirmer un certain nombre de règles, notamment celle de l'adoption, et donc il est important que ces dispositions figurent dans le texte que nous allons adopter. Donc j'émets un avis défavorable aux amendements. Je ne reprends pas le raisonnement que j'ai tout à l'heure développé devant vous. Merci, Monsieur Lecomte. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, je voterai ces amendements. Je rappellerai que ce n'est pas la Cour de cassation, la CEDH, qui nous impose des choses et qui entrave la liberté du législateur. C'est que nous avons choisi de nous imposer, en matière de droits des personnes, un certain nombre de contrôles externes, et en particulier la Convention européenne des droits de l'homme, qui, par la Cour de Strasbourg, impose, pour le respect du droit des enfants, pour leur intérêt, une effectivité et une rapidité dans la transcription de leur acte de naissance étranger. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose et qui nous entrave notre liberté. Nous avons choisi ça pour garantir les droits dans ce pays. Et à partir de là, il y a des choses qu'il faut assumer. Et ce dont nous discutons, c'est de savoir si nous l'assumons ou si nous ne l'assumons pas. Si nous assumons notre passé, si nous assumons nos engagements conventionnels ou pas. Et la manière dont ils s'imposent et dont ils sont contrôlés en France. C'est juste ça. Pour le reste, on ne va pas plus loin. Et Madame la Ministre, ce que vous venez de me dire m'inquiète. Parce que ça veut dire que si vous ne souhaitez pas la suppression de cet article, ça veut dire que vous allez revenir à l'Assemblée nationale en proposant l'amendement 301. Et ça, c'est profondément dangereux. Au-delà de tout ce qui a pu déjà être évoqué, cet amendement modifie profondément le sens de l'article 47 du Code civil portant sur la présomption d'authenticité des actes de naissance étrangers et de leur force probante. En tant que sénateur représentant les Français établis à l'étranger, je sais quelles sont déjà souvent les difficultés rencontrées par nos compatriotes pour parvenir, selon leur pays de résidence, à faire transcrire l'acte de naissance étranger de leurs enfants. Et je n'ose imaginer l'étendue des dégâts si cet amendement était adopté à l'Assemblée nationale. Il est contraire à nos engagements conventionnels et à notre droit prétorien, en particulier à l'analyse faite de l'article 47 du Code civil par le Conseil d'État dans l'arrêt Vallas du 31 juillet 2019. La réalité des faits déclarés à l'acte étranger doit s'apprécier selon le droit local et non selon le droit français. C'est ce qu'a décidé et précisé le Conseil d'État et c'est ce que prévoient nos engagements conventionnels en matière d'actes d'état civil. Un tel bouleversement des règles en matière de l'état civil aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact et de l'avis du Conseil d'État et ne pas apparaître perfidement par la voie d'un amendement, même si nous aurons un peu le temps d'ici ce que vous le soumettiez éventuellement à l'Assemblée nationale. Nos postes consulaires n'ont pas les moyens humains de procéder à des vérifications systématiques au regard du droit français de la réalité des faits. Le service central de l'état civil à Nantes est déjà débordé et en sous-effectif. Il en va de même concernant nos parquets et nos tribunaux. De plus, comment exiger des autres États qu'ils reconnaissent les actes de naissance dressés en France pour leurs ressortissants qui y sont nés si nous remettons systématiquement en cause au regard de la loi française les leurs? Alors le gouvernement n'a pas soumis cet amendement au Conseil d'État et j'espère qu'il le fera avant la discussion à l'Assemblée nationale. Merci, cher collègue. Monsieur Chassaing, pour explication de vote. Pendant le vote 301, donc c'est 10 abstentions et 2 votes ne prennent pas part au vote. C'est une mise au point sur le vote. Vote 301. Sur l'amendement 301. Oui, il faut qu'ils disent quels sont les sénateurs. Il faut qu'ils nous donnent le nom. D'accord, il faut nous donner les noms des sénateurs.
Vous le donnerez après. Non, il faut que ça soit dans le journal Sauf officiel. Monsieur Fouché et Afflelou qui ne prennent pas part au vote. Merci. Alors, Madame de La Gontrie pour explication de vote. Monsieur le Président, nous voterons ces amendements de suppression et je souhaite que chacun prenne bien conscience que le 23 janvier, la garde des Sceaux a donc officiellement indiqué qu'elle était en désaccord avec l'engagement du Président de la République du 16 avril 2017 concernant la solution qui devait être donnée aux enfants issus de GPA, qu'ils voient leur filiation reconnue à l'état civil français. Je tiens à sa disposition le courrier du Président de la République en ce sens. Merci, chers collègues. Donc, je vais mettre aux voix ces deux amendements. Pardon, Monsieur Retailleau, pour explication de vote. Moi, je voudrais remercier la garde des Sceaux d'être sur un point de convergence. Non, mais quand nous étions sur un point de désaccord, je l'ai dit et assez fermement. Donc, elle ne veut pas, le gouvernement ne souhaite pas la suppression de cet article. Et nous ne le souhaitons pas non plus. Ce que je veux simplement dire pour répondre à quelques points, puisque mon nom a été parfois présenté. Pourquoi est-ce que la GPA est survenue dans ce texte? Mes chers collègues, parce que la GPA, elle a une situation de fait que vous connaissez qui est renforcée par les évolutions de la jurisprudence de la Cour de cassation et d'abord d'ailleurs aussi avant elle de la Cour d'appel de Paris pour des jugements d'adoption. Voilà, donc la GPA, elle est rentrée sur le territoire national. Je l'ai dit à plusieurs reprises et je pense que c'est un fait. Ensuite, quand il y a une jurisprudence qui ne nous convient pas, quand la CEDH nous dit que nous avons une marge de manœuvre, nous assumons notre rôle de législateur. Voilà. Notre rôle, c'est de faire la loi, pas de s'en remettre à des jurisprudences qui dévient par rapport aux souhaits de la souveraineté nationale. Est-ce que les Français ont jamais émis cette idée? Non. Ne volons pas leur vote et leur voix aux Français. La deuxième chose, sur la GPA, la GPA ne peut pas être éthique. J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, pour ceux qui l'ont lu, L'homme désincarné, l'expression de Sylviane Agazelski qui indique que qualifier d'éthique la GPA, c'est une plaisanterie de mauvais goût. Pourquoi? Parce que bien sûr que nous luttons les uns et les autres, j'espère, contre le principe de marchandisation. Mais il s'agit là de défendre le modèle français de bioéthique. Et le modèle français de bioéthique, il s'appuie pas tellement sur contre la marchandisation, bien sûr, mais c'est la conséquence de l'indisponibilité du corps humain. Et l'indisponibilité du corps humain ne permet pas à quelqu'un de posséder comme une chose son corps pour, par exemple, par une convention gratuite, pour la donner. On ne donne que ce que l'on possède. Donc il ne peut pas y avoir de GPA éthique, si tant est qu'une femme à l'extérieur, y compris gratuitement, n'ait pas subi au préalable des pressions. Donc je crois que c'est un modèle français qu'il nous faut préserver. Et au cœur de ce modèle français, il y a ce principe d'indisponibilité, qui n'est pas le même principe de la non-patrimonialité. Il y a des pays qui n'ont pas le principe de disponibilité, mais qui ont un principe de non-patrimonialité, c'est-à-dire que les conventions gratuites, ils les reconnaissent. Bien pas chez nous. C'est la raison pour laquelle je pense que nous devons prendre notre responsabilité sur cette question et ne pas supprimer l'article 4 bis en ce point. Je suis d'accord avec la garde des Sceaux. Chers collègues, Madame Cohen. Oui, moi je veux souligner quand même des contradictions importantes dans les interventions, me semble-t-il, de Madame la Ministre. Pourquoi ? Parce que, d'ailleurs, depuis le début de l'examen de ce texte, il était reconnu par le gouvernement qu'il ne s'agissait pas de légiférer sur la GPA. Que les ministres, comme le président de la République, étaient hostiles à la GPA. Dans l'intervention, on est en train de parler d'un article, donc le 4 bis. Madame la garde des Sceaux a fait une brillante intervention pour défendre l'amendement du gouvernement. Tellement d'ailleurs finalement intéressante que notre groupe a renoncé à son amendement de suppression en faveur de l'amendement du gouvernement. Les choses étaient claires, voilà. Et puis subitement, au cours donc de la discussion des amendements qui ne sont pas votés et le fait que l'amendement du gouvernement ne soit pas voté,
Madame la garde des Sceaux, vous intervenez en disant « je ne souhaite pas que la suppression de l'article 4 bis », qui va à l'encontre de ce que vous avez dit. Donc là, moi, j'ai une incompréhension profonde, comme l'ensemble des membres de mon groupe, et y compris la fâcheuse impression de s'être laissé finalement berner, d'avoir été un peu niais par rapport à ce que nous avons entendu, cru comprendre. Donc, si vous voulez, là, c'est quelque chose qui est un peu difficile à comprendre, voire à admettre. Donc, voilà, je voulais en faire part devant cet hémicycle, y compris parce que jusqu'à présent, on a eu quand même des rapports, me semble-t-il, qui étaient au moins francs et c'est bien de se dire les choses. Et donc, je réitère le fait que nous allons voter la suppression, enfin les amendements demandant la suppression de cet article. Merci, chers collègues. Madame Rossignol. L'heure et la durée de nos débats, je ne comprends plus rien. Ça doit être l'heure, merci. Je ne comprends plus rien. Madame la garde des Sceaux, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on appelle entre nous l'amendement Retailleau, devenu l'article 4 bis? J'avais cru comprendre que non, et que d'ailleurs vous y aviez ajouté un amendement qui corrigeait ce qui ne vous convenait pas dans l'article 4 bis. J'ai, moi aussi, voté votre amendement et je me suis abstenu sur les autres, y compris ceux de mes collègues. Votre amendement n'a pas été retenu, vous avez dû le remarquer. Et bien que votre amendement n'ait pas été retenu, bien que vous n'ayez pas exprimé votre accord avec l'article 4 bis, vous exprimez un avis défavorable sur l'amendement de suppression de l'article 4 bis. Je voudrais dire que je ne comprends plus rien, je ne sais plus quoi voter. Pour une fois que j'étais prête à suivre le gouvernement, je suis perdue. Merci, chers collègues. Madame la ministre. Non, je voudrais simplement dire deux choses. La première, je vais être très claire en vous répondant, Madame la sénatrice Rossignol. Je suis en accord avec le principe selon lequel le législateur doit reprendre la main sur cette question. Je suis en désaccord, si vous me permettez ce terme qui est excessif par rapport à la réalité, je suis en désaccord avec l'écriture qui est proposée par l'amendement qui a été par le texte qui a été adopté par la Commission. Mais troisième étape, si je souhaite poursuivre la réflexion et l'écriture sur ce texte, j'ai besoin d'une accroche au Sénat pour pouvoir poursuivre le débat législatif à l'Assemblée nationale, dans la navette. Et c'est la raison pour laquelle je suis à la fois défavorable à l'écriture proposée par l'amendement de la Commission, mais défavorable également à l'absence de texte sur ce sujet. Voilà, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais procéduralement, j'ai besoin de cette accroche pour que nous continuions ensemble la réflexion sur ce sujet. Madame la ministre, c'est clair, je pense. Donc, je vais mettre aux voix ces deux amendements de suppression, le 117 et le 160, avec une demande de scrutin public du groupe des Républicains, avec un avis défavorable de la Commission et défavorable du gouvernement. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées à l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Du scrutin 77 sur les amendements identiques 117 et 160. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 327, nombre de suffrages exprimés 305, pour l'adoption 132, contre 173. Le Sénat n'a pas adopté. Nous passons à l'amendement 333 de la Commission. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. J'ai déjà donné le contenu de cet amendement tout à l'heure. Il s'agit d'ajouter à l'amendement qui a été voté par la Commission, qui est celui de Monsieur Retailleau, suite à une observation qui a été à juste titre faite par Madame le garde des Sceaux, sur le fait que dans la rédaction adoptée par la Commission, nous excluons les jugements d'adoption qui avaient été prononcés à l'étranger de la transcription possible dans leur intégralité à l'acte d'état civil français. C'était évidemment une erreur et nous la rectifions par cet amendement. Merci Madame la Ministre. Malgré cette nouvelle proposition d'écriture, j'émets encore un avis défavorable. Vous voudrez bien m'en excuser
parce qu'il me semble toujours que la rédaction de cet article 47, alinéa 47-1, est trop restrictive. Vous ne visez que les actes de naissance nés par GPA à l'étranger. Et je le disais tout à l'heure, il y a d'autres types d'actes qui pourraient faire l'objet également de ces dispositions. Je pense, car cela existe, à des actes de naissance avec pluriparentalité, par exemple. Et donc le caractère trop restrictif me semble là ne pas convenir par rapport à la réflexion que nous avons. Par ailleurs, la rédaction interdit toute adoption par le parent d'intention lorsque le couple n'est pas marié, puisque le texte, le droit actuel interdit cela. Or, la CEDH, vous le savez, a jugé que la filiation doit pouvoir être établie à l'égard du parent d'intention. Et donc, comme l'Assemblée plénière de la Cour de cassation l'a jugé le 4 octobre 2019, lorsque l'adoption n'est plus possible, la transcription de l'acte de naissance étranger à l'égard du parent d'intention doit pouvoir être effectuée, puisque c'est la seule manière de reconnaître à l'état civil français le lien de filiation. La réalité, voyez-vous, Madame la rapporteure, de l'écriture de votre amendement, de votre article, c'est que dans certains cas, il me semble que le juge devra écarter cet article tel qu'il est rédigé, au motif que son application n'est pas compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, c'est la raison pour laquelle je voudrais, moi, très simplement revenir à l'état antérieur de la jurisprudence de la Cour de cassation, antérieur aux arrêts du 18 décembre, et c'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable à votre amendement. Merci, Madame la Ministre. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement 333. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains. C'est un amendement de la commission est favorable, l'avis du gouvernement est défavorable, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande à voter? C'est pas terminé. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Je demande au secrétaire de constater les résultats du scrutin. Les résultats du scrutin 78 sur l'amendement 333, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 240, nombre de suffrages exprimés 229, pour l'adoption 194, contre 35. Le Sénat a adopté. Et je vais mettre aux voix l'article 4 bis. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur cet article 4 bis. Et par le groupe socialiste et républicain. Donc sur cet article, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Voici les résultats du scrutin 79 sur l'article 4 bis. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence,
Nombre de votants 327, nombre de suffrages exprimés 309, pour l'adoption 179, contre 130, le Sénat a adopté. Voilà pour cette séance que vous avez pu vivre sur notre antenne. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à consulter notre site publicsénat.fr pour suivre en temps réel l'examen de ce projet de loi de bioéthique. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.